Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être avec vous, malheureusement en ligne et pas en personne. Comme précisé, l'emploi du temps est très chargé et toute l'équipe de notre association ira demain en Finlande pour notre assemblée générale. Voilà, et j'avais beaucoup de réunions aujourd'hui, donc je suis sincèrement désolée de ne pas être là, mais heureuse quand même de pouvoir contribuer à votre discussion pour vous donner un état des lieux, voilà, et expliquer un peu ce qui se passe dans le contexte européen sur les politiques bois-énergie, mais essayer d'ouvrir un petit peu plus aux politiques liées au secteur forestier, parce qu'il y a d'autres développements politiques qui peuvent influencer le développement du bois-énergie, même si ce ne sont pas des politiques focalisées sur le bois-énergie. Donc, je vais essayer d'expliquer cela dans mon intervention. Donc, si on peut aller à la diapo suivante, parce que alors je ne sais pas si je n'ai pas le contrôle. Voilà. Donc, qui représentons-nous? Vous pouvez à la diapo. Donc, en fait, juste pour être très clair sur notre organisation, sans vous donner trop de détails, ce qui est important de savoir, c'est qu'à Bruxelles, nous sommes la voix des propriétaires forestiers européens. Donc, on représente des personnes. J'aime beaucoup cette diapo qui, en fait, montre qu'on ne représente pas des entreprises, on ne représente pas des institutions, nous représentons des personnes qui sont très diverses de par leur âge, leur sexe, leur catégorie sociale, leurs valeurs, leurs objectifs. Et j'aime dire qu'il y a autant de propriétaires forestiers que de forêts, que de pratiques de gestion forestière. C'est environ 16 millions en Europe et les forêts privées représentent 60% de la surface forestière européenne. Alors, quelques données rapides, juste pour vous donner un aperçu du secteur forestier et de la forêt au niveau de l'Union européenne. Donc, les forêts représentent 42% de notre surface terrestre. Au cours des 30 dernières années, elles ont grandi de 14 millions d'hectares. Et le volume de bois en forêt a augmenté de 9 milliards de mètres cubes en 30 ans. Ce sont des statistiques importantes dans le débat dans lequel on est sur le bois énergie, mais aussi sur la protection de la biodiversité, pour montrer que ces indicateurs montrent le travail de bonne gestion et de gestion durable qui a été réalisé dans les forêts au cours des dernières décennies. Un point très important également, et qui se joue aussi dans le contexte de la discussion bois-énergie, c'est que 90% de l'approvisionnement des industries bois, donc qui sont situées sur le territoire européen, 90% de cet approvisionnement est issu de forêts européennes. Ça ne veut pas dire qu'on n'exporte pas de bois, hein. Il y a du bois qui est exporté, mais l'approvisionnement de l'industrie locale est principalement local. Et c'est un point très important dans le débat bois-énergie où certaines critiques ont tendance à focaliser le débat sur les importations, non pas qu'il n'y en a pas, mais il est important de préciser que la chaîne de valeur forestière, le secteur forestier en Europe est principalement local. Dernier point, le secteur forestier, c'est environ 8% de la valeur ajoutée manufacturée en Europe et 4 millions d'emplois. Donc, on parle quand même d'un secteur conséquent. Alors, notre contexte de travail, si vous pouvez passer, voilà, le cadre politique. En fait, donc, on a une commission qui a démarré son travail en 2019. Nous aurons l'année prochaine les élections européennes, donc en 2024, une nouvelle commission probablement à la fin de l'année 2024, donc dans un an et demi. Donc, on arrive à la fin du mandat. Cette commission, comme vous le savez, a mis en œuvre sa marque de fabrique. Une de ses marques de fabrique principales, ça a été le pacte vert, the Green Deal. Et ce pacte vert pour l'Europe, en ce qui concerne notre secteur, le secteur forestier, cela s'est traduit par une attention toute particulière pour la fonction des forêts en termes de protection et préservation de la biodiversité et du puits de carbone. Voilà, ça a été les deux fonctions au cœur des préoccupations de cette commission, ce qui s'est complètement reflété dans les développements politiques que je vais vous présenter. Non pas que les autres fonctions aient été complètement ignorées, mais on a clairement vu une approche plus axée sur la biodiversité et le puits de carbone, donc un petit peu moins équilibrée que ce qu'on aurait souhaité.
Alors, le cadre politique, bon, cette diapo est peut-être un peu difficile à lire, mais je voulais que vous l'ayez, en tout cas après ces débats et ces discussions, vous pourrez la regarder à tête reposée. Nous n'avons pas une politique forestière commune au niveau européen, contrairement à l'agriculture. Par contre, nous avons un certain nombre de politiques européennes qui impactent directement le secteur forestier. Vous voyez ces politiques ici, et je ne vais pas les détailler, par code couleur. Donc, les codes couleurs, ce sont les codes qui sont attribués aux directions générales de la Commission, donc des sortes de ministères, en fait, thématiques. Donc, en orange, vous avez l'environnement. En bleu clair, vous avez le climat. En violet, c'est l'énergie. En orange, un peu plus clair, c'est l'agriculture. Donc, vous pourrez regarder ça. Mais ce que je tiens à montrer, c'est qu'il n'y a pas une compétence européenne en termes de gestion forestière des forêts. Il y a des compétences européennes sur de nombreuses politiques qui sont partagées et qui peuvent impacter la forêt. L'environnement en est une, la bioéconomie en est une autre, l'agriculture en est une autre, le changement climatique. Donc, par le biais de ces autres compétences partagées, il est clair que les institutions européennes peuvent prendre des décisions qui impactent les forêts. Et tout l'enjeu, en tout cas, un des enjeux de notre travail à Bruxelles, c'est de délimiter ce curseur des compétences, jusqu'où les institutions européennes peuvent aller dans le détail de ce qui concerne la gestion des forêts. Et là, on a quelques petits points de désaccord avec ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais maintenant zoomer sur la directive énergie renouvelable, donc RED 3 comme on l'appelle, et puis je vais essayer d'ouvrir un peu sur le cadre plus large des autres politiques. Donc, RED 3, ça c'est vraiment le timing proposé à l'été 2021. Le Conseil a donné son opinion, le Parlement a donné son opinion, le trilogue, donc la négociation a été terminée récemment, donc fin mars. Et donc, on est à peu près là, vous voyez le petit curseur. On aurait dû avoir un vote au Parlement et potentiellement suivi par une publication au journal officiel dans les mois prochains. Mais comme vous le savez certainement, la discussion prend un tout petit peu plus de temps parce que la France a levé des inquiétudes, on va dire, dans la dernière phase, ce qui est assez rare au moment voilà, au moment où on est dans la procédure institutionnelle, mais ça peut arriver. Ils ne sont pas liés au bois énergie, comme vous le savez peut-être, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, le processus d'adoption finale de RED 3 est un tout petit peu retardé, mais devrait se faire probablement dans les prochains mois. Alors, en ce qui concerne la bioénergie, donc déjà, un point très important pour nous, c'était qu'on a commencé à discuter de RED 3 alors que RED 2 n'avait pas encore commencé à être mise en œuvre et qu'on n'avait même pas encore reçu les lignes directrices de la Commission pour interpréter les critères RED 2. Donc ça a été vraiment un point d'achoppement où on était assez mécontents, donc je dis les propriétaires forestiers, de discuter de RED 3 alors qu'on n'avait même pas toutes les informations pour mettre en œuvre RED 2. Mais voilà, la situation politique est telle que nous avons eu RED 3 et que nous avons dû travailler sur cette nouvelle proposition et révision. Alors, je vais vous présenter les principaux changements, pas en détail parce que nous, on suit ça évidemment de près, mais vous avez également nos collègues de Bioenergy Europe qui suivent ça encore de plus près. Donc, ce que nous en retenons, nous, au niveau des propriétaires forestiers, c'est que le seuil des installations qui devront mettre en œuvre les critères de durabilité de la bioénergie sera augmenté de 5 à 7,5 MW. Ça concerne environ un tiers des installations en Europe et 90% de la biomasse qui sera utilisée dans les installations de plus de 1 MW. Donc, si on prend les installations de plus de 1 MW, ce seuil de 7,5 couvrira 90% de cet approvisionnement. Donc, ça n'est pas rien en termes de champ d'application. RED 3 met fin au soutien financier au bois de qualité industrielle qui est défini dans la directive, avec des petites particularités sur, en anglais, ce qu'on appelle les grandfathering clauses, donc les clauses des droits acquis, c'est-à-dire que dans certains cas, sous certaines conditions, les aides qui ont commencé à être attribuées pourront continuer de l'être jusqu'à
peut-être 2030. Donc, il y a un paragraphe qui indique quand même des dispositions de flexibilité pour pas qu'il y ait un arrêt brutal, notamment pour les investissements qui ont déjà été réalisés. Un point très important pour nous, c'est ce qu'on appelle les no-go areas, donc les types d'endroits où en fait on ne pourra pas prélever du bois pour des fins énergétiques. Donc c'est des endroits sens interdit, on va dire, qui sont les forêts primaires et les forêts. Alors j'ai traduit anciennes, mais je sais qu'en termes de vocabulaire en France, c'est un débat voilà, en cours. En anglais, c'est Old Growth Forest, ce qui est parfois traduit par forêt ancienne, mais je comprends que ce n'est pas toujours la bonne terminologie. Bon, ça, selon nous, on peut le définir et le cadrer. Ce qui est un peu plus inquiétant pour nous, ce sont les highly biodiverse forests, donc les forêts à grande valeur de biodiversité, qui devront être identifiés par les États au niveau, donc, de manière administrative et réglementaire. Et il y aura une clause de flexibilité pour dire qu'on pourra éventuellement intervenir dans ces forêts pour des usages de bois-énergie si on peut prouver que ces usages ne portent pas préjudice à la haute valeur de biodiversité de ces zones. Donc, en matière de mise en œuvre, il va y avoir un gros travail d'interprétation et de cadrage et de clarification. Et on espère évidemment que les propriétaires seront associés. Alors, un point très important pour nous, l'analyse de risque, le risk assessment, le risk-based approach. Donc, c'est une des approches qu'on avait soutenues avec RED 2. Donc, c'est comment prouver que la biomasse utilisée pour du bois-énergie est durable. On avait vraiment soutenu l'approche de la Commission à l'époque qui était vérification du cadre réglementaire existant. Donc, RED 2 avait déjà indiqué une liste de critères qui devaient être couverts par les réglementations nationales ou régionales. Si ce n'était pas le cas, on allait à une analyse plus poussée au niveau de la parcelle forestière. Donc, RED 3 continue à soutenir cette approche d'analyse de risque, mais avec une liste de critères renforcés que je ne vais pas passer ici pour question de temps, mais je voudrais peut-être juste insister sur le critère de qualité du sol et de biodiversité doivent être considérés pour éviter des impacts négatifs. Donc, ça, il va falloir qu'on le retrouve dans les réglementations si on veut que cette analyse de risque puisse être faite au niveau macro. Et un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est le seuil maximal des coupes à blanc de taille importante. Donc, de taille importante, ça, ce sera à définir par les réglementations nationales. Le bois mort et puis les systèmes de récolte qui minimisent l'impact sur la qualité du sol. Donc, on voit bien que le sol, le système de récolte, les coupes à blanc, le bois mort, sont au cœur des préoccupations de cette analyse de risque. Et donc, ça va être très, très important de voir comment les réglementations nationales vont couvrir ces nouveaux points qui sont instaurés par RED 3. Alors, ces critères, ils sont en ligne avec ce qui est en ligne avec la position des propriétaires forestiers, c'est que nous n'avons pas de définition ni d'exclusion de la biomasse primaire. Vous savez probablement tous le débat qu'il y a eu au cours des derniers mois avant l'accord final sur la possible exclusion d'un certain type de biomasse qui était appelée biomasse primaire, qui inquiétait beaucoup, et beaucoup est un euphémisme, les propriétaires forestiers. Donc voilà, on est arrivé à un compromis politique qui n'a pas retenu cette ligne. Maintenant, on trouve quand même que RED 3 renforce les critères. On a quelques inquiétudes sur comment ce renforcement dans l'analyse de risque, comment ça va être pris en compte dans les réglementations nationales, comment est-ce qu'on va pouvoir prouver ça. Et puis, bien entendu, il y aura une clause de révision. On va certainement continuer à discuter du bois énergie, donc la discussion ne s'arrête pas là. Et il va falloir être présent dans les futurs débats. Ce que je n'ai pas mentionné est le débat sur cascading, l'utilisation en cascade de la biomasse. Il n'y aura pas d'acte législatif lié à l'utilisation en cascade de la biomasse. Il y a un principe selon lequel cette biomasse doit être utilisée en cascade. Donc ça, c'est RED 3, avec certaines clauses de flexibilité et d'exception
également que je ne vais pas détailler ici. Mais voilà, comme tout compromis, il y a des choses qui ont été en ligne avec ce que les propriétaires forestiers souhaitaient et d'autres un peu moins. Et donc, ça s'appelle la beauté du compromis. Maintenant, je voudrais ouvrir un tout petit peu, et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous détailler toutes ces réglementations, mais juste zoomer sur quelques-unes, sur d'autres débats en cours qui pourraient potentiellement influencer le secteur du bois énergie, mais le secteur de l'utilisation du bois de manière générale. On a des actes qui ont été récemment adoptés, d'autres qui sont en cours de discussion et d'autres qui sont annoncés. Donc, je vais zoomer pour la première sur la loi sur la restauration de la nature. Si vous pouvez passer à la diapo suivante. Merci. Donc, c'est un règlement sur la restauration de la nature qui est en cours de discussion au Conseil et au Parlement, donc qui est en codécision, qui vise à restaurer les habitats couverts par la directive Habitat. Donc, on a déjà une directive qui cible certains habitats, mais également tous les autres habitats, dont les écosystèmes forestiers. Pour tous les écosystèmes forestiers, dans la proposition de la Commission, une tendance positive doit être atteinte sur un certain nombre d'indicateurs que vous voyez ici. On retrouve le bois mort, on retrouve l'histoire du carbone dans les sols, la connectivité des forêts. Donc voilà, on a une liste de critères et les États membres devront faire des plans de restauration de la nature pour identifier les zones qui seront à restaurer. Alors, nous, au niveau des propriétaires, on soutient l'ambition et l'objectif. Évidemment, restaurer la nature, c'est quelque chose qui parle aux propriétaires. On est un peu inquiet sur la manière dont la Commission l'envisage, sur les mécanismes de financement qui seraient disponibles, sur les impacts sur l'approvisionnement en bois, sur comment les propriétaires forestiers vont être associés à cette démarche et un peu sur cette approche de vouloir dire ce qui est bien ou pas bien pour gérer une forêt. Par exemple, le bois mort, ça fait sens dans certaines forêts, mais ça fait peut-être un peu moins sens dans d'autres, notamment les forêts du sud de l'Europe où le bois mort est quand même une petite préoccupation en raison des incendies. Donc, il y a un vrai débat. Comme vous le savez peut-être, il y a un gros débat politique en ce moment entre le Parlement et la Commission. Les commissions parlementaires Agri et Pêche ont rejeté la proposition de la Commission, ce qui est quelque chose d'assez rare dans le processus décisionnel. Et le comité environnement votera la semaine prochaine. Donc, on est en plein débat, un débat intéressant, mais qui a le mérite de poser des questions sur la méthode, l'ambition, mais surtout la méthode d'atteindre les objectifs. Je voudrais maintenant zoomer sur le règlement déforestation qui a donc été adopté en décembre, qui entrera en vigueur entre 18 mois et 2 ans après cette publication. Comme vous le savez, peut-être, donc le bois et les produits bois sont complètement inclus, notamment le bois énergie. Et donc, l'objectif, c'est de prouver que le bois et les produits bois qu'on met sur le marché européen n'ont pas contribué à la déforestation ou la dégradation des forêts. Alors, déforestation, c'est assez simple à prouver et ce n'est pas un point d'inquiétude, en tout cas en Europe. Par contre, la notion de dégradation des forêts a fait l'objet de nombreuses discussions et nombreux débats. Comment définir la dégradation des forêts et comment la prouver. Donc, on a une définition qui, selon nous, est un peu mieux que ce qui était proposé voilà, dans la version finale, c'est un peu mieux. Maintenant, on s'interroge beaucoup sur, pratiquement parlant, comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre. Cette réglementation amène des nouvelles exigences par rapport au règlement bois et la Commission devra faire un benchmark de l'état des lieux dans tous les États européens, mais également non européens, pour les qualifier de pays risqués, pays avec un niveau de risque plus bas. Et donc, cette analyse sera essentielle pour tous les secteurs qui mettent du bois ou des produits bois sur le marché. Donc maintenant, on entre vraiment dans la phase de mise en œuvre qui va être une phase intéressante et je pense que les États membres vont avoir beaucoup de travail ou ont déjà beaucoup de travail pour essayer d'orchestrer cette mise en pratique de ce nouveau règlement.
Le règlement finance durable, je zoome dessus juste, ça peut sembler un petit peu loin de nous, mais c'est un règlement qui vise à définir quelles sont les activités qui peuvent être considérées comme durables pour les organismes financiers quand ils font leur reporting. Voilà, qu'est-ce qu'on considère comme un investissement durable? La gestion forestière, l'agriculture, mais aussi la bioénergie font partie de ce règlement et la commission adopte des actes délégués pour, définir les critères de comment est-ce qu'on peut définir qu'une activité sera durable. Aujourd'hui, on a eu un premier acte délégué sur les questions climatiques. On est en discussion pour un acte délégué sur la biodiversité et aujourd'hui, les règles ne sont pas encore définies pour le secteur agricole, forestier et à ma connaissance, pas encore pour le secteur bioénergie, également. Mais ce sont des règlements qui peuvent paraître un petit peu loin de nous, mais ce sont des règlements qui envoient des signaux importants pour les investisseurs. Parce que si les critères sont trop compliqués à être mis en œuvre, potentiellement, les activités ne seront pas considérées comme durables par les organismes financiers et il y aura forcément moins d'investissement ou moins d'intérêt pour ces activités. Donc, l'important, c'est de faire en sorte que ces critères de finances durables puissent être réalistes et puissent être mis en œuvre pour que nos activités de gestion forestière, de bois énergie, puissent entrer dans la catégorie investissement durable des organismes financiers. La dernière info, c'est la certification des absorptions de carbone. Donc ça, c'est une proposition de la commission qui date d'il y a quelques mois, en novembre. Alors là, l'objectif de la commission, c'est d'essayer de réfléchir à certifier le carbone en forêt, le carbone stocké en forêt, mais également ce qu'ils appellent le stockage permanent avec bioénergie et CCS, donc Carbon Capture and Storage, et puis le stockage permanent dans les produits bois, notamment les immeubles, enfin les bâtiments. C'est une possibilité pour nous, ce qu'on voit en termes de propriétaires forestiers, de diversifier les revenus, c'est-à-dire de valoriser la captation du carbone, ce qui commence à être fait, notamment avec le label bas carbone en France, hein, mais voilà, ça démarre en Europe. Il y a un travail d'un groupe d'experts en cours au niveau européen pour vraiment travailler sur les modalités d'application de cette certification des absorptions de carbone au niveau européen. Et ce règlement est en discussion au Parlement et au Conseil en codécision. Conclusion, ma dernière diapo, les points que je voulais souligner, comme vous l'avez dit, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de politique forestière européenne, point d'interrogation, parce qu'il n'y a effectivement pas de politique forestière européenne commune, mais il y a de nombreuses politiques européennes qui influencent le secteur forestier, donc ça c'est un fait. Le Green Deal, le pacte vert, pour nous, comme voilà, je vous donnais un tout petit aperçu et il y a encore beaucoup plus que j'aurais pu vous présenter, ça a été beaucoup et très vite. Les 4 dernières années ont été assez incroyables en termes de consultation publique, de contribution au développement des propositions législatives. Le rythme a été vraiment intense et voilà, il y avait vraiment une réelle volonté politique d'accélérer sur ces politiques. Alors maintenant, on arrive à une phase où quelles vont être les priorités et les orientations post-élection? Quel sera le nouveau Parlement? Quelle sera la nouvelle commission? Voilà, est-ce que cette tendance va continuer? Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que probablement la tendance des prochaines années sera plus à la mise en œuvre de ces politiques plutôt qu'à la création de nouvelles réglementations. Et ce serait peut-être bien qu'on prenne le temps effectivement de mettre en œuvre tout ce qui a été décidé ces dernières années. En termes de bois énergie, qui fait évidemment le sujet d'aujourd'hui, les débats vont se poursuivre. Hein, RED 3 ne va pas clôturer la discussion. Donc, il faut qu'on soit prêt à poursuivre la discussion. Et nous, un des points vraiment essentiels dans notre discours, c'est la valorisation de l'ensemble des flux. Et ça a été vraiment bien expliqué avant par Luc Peckman, c'est-à-dire pas une approche en silo, mais une approche macro en termes de la surface forestière et des différents flux. Et puis, évidemment, l'engagement et la motivation des propriétaires forestiers sont essentiels pour mettre en œuvre ces politiques, notamment celles liées au bois énergie. C'est un point essentiel de notre discours quand
quand on parle aux décideurs politiques en disant vous devez absolument maintenir une motivation des propriétaires parce que il y a un risque que la motivation à gérer les forêts diminue, notamment aussi vu les difficultés liées au changement climatique sur nos forêts. Donc, gardons en tête l'engagement et la motivation des propriétaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention.